Stéphane Riot, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Novterra. Il faut peut-être expliquer en deux mots de quoi il s'agit. Alors Novterra, c'est un écosystème de gens un peu comme moi, un peu particuliers, un peu barrés, certains diraient, qui cherchent des manières d'accompagner la transformation des collectifs, des organisations de manière un peu particulière. On a la conviction qu'il y a une nouvelle terre qui est en train d'émerger avec des nouvelles consciences dans les entreprises, des nouvelles façons de faire, des nouveaux modèles économiques aussi qui sont en train d'émerger et qui impliquent des transformations profondes, des transformations de la manière dont on fonctionne, de la transformation de nos modes de gouvernance, de la manière dont on fait de la valeur, mais aussi de la transformation de soi. Et c'est un peu ça, Novterra. C'est comment passer par la transformation de soi pour contribuer à la transformation d'un collectif et puis contribuer à la planète plus largement. Alors Stéphane Riot, Novterra a été créé en 2005. 2005. Avant, vous avez une carrière déjà existante de conseiller en stratégie et en intelligence économique pour des grands groupes. Ouais. Est-ce que vous vous considérez comme un repenti ? Bonne question ça. En fait, je dis souvent que j'ai commencé ma carrière en passant du côté sombre de la force. J'ai fait de l'intelligence économique, certains appelleraient ça de l'espionnage industriel. Mes amis en Bretagne, mes amis d'enfance continuent à m'appeler James. Non, pour moi, ça a été la base en fait. Je suis très content d'avoir vécu, j'allais dire, pas le pire, mais la partie plus sombre, la partie plus archétypale, la partie plus ancienne de l'ancien monde en fait de l'entreprise, parce que mes explorations personnelles intérieures ont fait que du coup ce monde-là je peux lui parler, il me comprend. Vous avez les codes. J'ai les codes, voilà. Je dis souvent il faut parler chinois aux Chinois, donc je peux parler à un patron parce que je connais très bien sa stratégie et je sais comment faire, parce que des PowerPoint j'en ai fait des kilomètres. J'ai été consultant en stratégie pour des grands groupes et je sais ça. Maintenant je suis à un autre endroit et je peux leur parler, et puis de faire une légère disruption sur le côté et ouvrir un espace de conscience différent tout en parlant leur langage. Voilà. Est-ce que vous vous dites parfois que vous êtes un évangélisateur de ce nouveau monde que vous souhaitez ? Oui, j'essaye d'être, alors c'est un mot à la mode actuellement, j'essaie d'être un facilitateur de la transformation, un réinventeur, quoi. Moi, ce qui compte, c'est d'amener... par rapport aux entreprises, ce qui me compte, c'est d'amener de la conscience là où on l'a perdu. C'est-à-dire qu'on a perdu le contact avec le biorhythme du vivant, de la nature, on a perdu le contact avec le rythme des gens, on a perdu le contact tout simplement. À force de digitalisation, on a perdu quelque chose de très finalement physique, physiologique, sensoriel. Et en fait, moi j'essaye de réévangéliser ça, c'est-à-dire reconnecter au vivant, à ce qui est vivant, et s'éloigner peut-être un petit peu en effet du process, des tableurs Excel, et puis du ROI, des choses comme ça. Donc c'est vrai que je peux paraître particulier, avec un style particulier qui peut s'attribuer à l'évangélisation. Ouais. Est-ce qu'on a raison d'être optimiste aujourd'hui sur les capacités des organisations à changer ? Qu'est-ce que vous vous dites le matin, pas quand vous vous rasez, pour le coup, mais quand vous vous regardez dans la glace aussi. Des fois, j'ai du mal parce que je me dis, il y a des projets que je lance avec des entreprises qui sont très ouvertes, qui ont envie d'y aller intellectuellement, mentalement. Et puis quand on arrive à un espace un peu plus particulier où on va aller toucher l'émotion, le sens, des dimensions un peu plus subtiles, ça se rétracte un peu. Et puis on revient aux voies anciennes, quoi, de résistance au changement. Et puis en même temps, j'en ai qui sont parfois rétives au départ, résistantes. Et puis après, ça devient hyper facile, c'est même joyeux parce qu'ils découvrent eux-mêmes quelque chose qui a bougé à l'intérieur. Donc voilà, ça dépend. Mais de plus en plus, plus les années avancent, plus les années passent, plus je suis ravi de ce que je fais, ravi de la manière dont je le fais et ravi de voir que ça commence à prendre en fait finalement et que ça commence à avoir de la pertinence. Il y a quelques années, encore il y a 5 ans, je serais un peu en train de prêcher dans le désert. Mais là, la manière dont je le porte maintenant, ça passe. Et je suis très heureux de ça. Stéphane Riot, vous êtes co-auteur avec Anne-Sophie Novelle d'un livre qui s'appelle « Vive la co-révolution ». Ouais, c'était en pour 2012, une société collaborative. Ouais. Le changement, ça passe par une révolution ? Oui, ça passe par une révolution intérieure déjà, de l'organisation, des modes de fonctionnement, des modes
de management, puis une révolution intérieure. Et quand on met le R entre parenthèses, on parle d'évolution, quoi. C'est d'évolution des consciences, évolution des pratiques. Donc c'est une révolution, c'est-à-dire retour. Hein. Révolution, c'est révoler, donc c'est retourner à l'intérieur, donc c'est se regarder. Et puis évoluer, c'est aller vers quelque chose qui est, a priori, on l'espère, un peu plus haut. Donc c'est dans les deux sens, quoi. C'est revenir à l'intérieur et se regarder faire, être dans une approche, j'allais dire, authentique et concrète, pragmatique. Et puis envisager l'avenir en se disant c'est à peu près par là et on y croit, on y va. Quand vous vous exprimez notamment dans la fabrique du changement, à travers des conférences, vous incitez les collaborateurs des organisations à s'indigner, à mettre une pression forte sur les dirigeants? Alors non. Pour le coup, je ne suis pas sur l'indignation. Stéphane, un autre Stéphane, SL, disait indignez-vous, hein, c'est ça. Moi, je suis plutôt sur mobiliser les énergies nouvelles, inspirer autrement, hacker. Intraprenez, faites un truc à côté qui va, moi j'appelle ça les foyers contaminants, c'est-à-dire il y a une structure, elle a ses fonctionnements et heureusement qu'elle existe parce qu'elle est nécessaire. Et puis moi ce que j'adore c'est allumer des feux et que les gens allument des feux qui donnent envie, qui donnent de l'inspiration, qui donnent du feu, de la joie, de l'air, hein, comme je le disais dans ma conférence, pour s'inspirer autrement. Et donc oui, parce que résister en tout cas dénoncer l'ancien, s'indigner, c'est une manière de faire. Je trouve que ça aussi, ça a daté. Je pense qu'on a tous besoin de retrouver de l'élan, de l'énergie, du renouveau. Et ça passe par l'inspiration, en tout cas, de proposer quelque chose d'autre juste à côté, qui va permettre de déplacer légèrement la structure et de faire que tout le monde, finalement, comme dans la courbe de Gauss, hein, tout le monde va finalement finir par évoluer ensemble. Stéphane Riou, quand vous dites expérimenter ensemble la puissance symbolique et alchimique grâce aux 4 éléments, vous parliez du feu, la terre, l'eau et l'air. Est-ce que les chefs d'entreprise ne vous prennent pas pour un illuminé de temps en temps? Je finis par assumer en fait. Non, parce qu'en fait, j'essaye d'aborder des sujets symboliques, universels. Tout le monde comprend les 4 éléments, tout le monde comprend la symbolique. Je veux dire, il y a même, et c'est très étrange, il y a plein de patrons que je rencontre qui sont très sensibles à ça, qui sont même très friands, très curieux de ça, qui s'intéressent à des choses un peu ésotériques, un peu hermétiques. Et donc du coup, c'est hyper facile, quoi, parce que en fait, grâce à moi, ou en tout cas grâce à notre équipe, à tout ce qu'on va mettre en œuvre, on va réussir à faire que ce qu'ils cherchent un petit peu de leur côté, un peu dans leur développement personnel aussi pour certains, on va pouvoir le déployer en grand. Et donc ils vont pouvoir à nouveau se sentir plus en connexion avec leur collectif. Donc oui, bien sûr, il y en a qui sont en mode mais qu'a-t-il fumé, mais la plupart sont plutôt ouverts et parce que voilà, je parle de l'universel, je parle de sagesse universelle. Et la sagesse universelle, s'il y a bien un truc, c'est qu'elle ne nous a jamais lâchés. Elle a toujours eu raison, entre guillemets. La nature a toujours eu les éléments, la nature a toujours eu les 4 saisons, il y a toujours eu un yin, un yang, une vie, une mort. Donc tous ces sujets qui sont de l'ordre de la sagesse, quoi, finalement, on négocie pas trop avec ça. Vous pensez que c'est compatible avec des indicateurs de performance économique pour parler aux contrôleurs de gestion et pour les convaincre? Oui, parce que maintenant, on sait que la valeur, elle doit passer aussi par une valeur immatérielle. Elle doit passer par de la valeur sur un autre espace que juste justement le ROI, le bottom line, etc. On doit rentrer dans un espace, en tout cas pour moi, dans la période de transformation qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'on est là à la Fabrique du Changement. C'est que cette période de transformation, elle va impliquer d'aller chercher d'autres espaces dans lesquels on va créer la valeur différemment. Ça va passer par la valeur que crée la collaboration, par exemple. Ça va passer par la valeur de la confiance. Ça va passer par la valeur de l'ouverture, de la bienveillance. Et on commence à développer des KPI, hein, pour parler le même langage qu'eux. Donc des indicateurs de performance économique, pour la traduction. Performance économique, excusez-moi. On commence à avoir des indicateurs de ça, de ces espaces qui peuvent paraître complètement ésotériques pour certains, mais qui contribuent, quand on sait les voir, hein, quand on sait les lire, à vraiment la création de valeur vraiment globale de l'organisation. Et en plus de ça, si l'entreprise, le double effet qui se coule, c'est que si l'entreprise commence à réfléchir à de la valeur sociale, à de la valeur environnementale, de la valeur éthique, là aussi, on contribue là aussi, pour les bons contrôleurs de gestion, à créer la valeur globale plus importante que juste la valeur financière. Stéphane Riou, pour terminer, vous êtes un des grands contributeurs et témoins de cette 5e édition de la Fabrique du Changement.
Qu'est-ce que vous en attendez? Avec quoi vous avez envie de repartir dans vos poches? En fait, j'ai déjà beaucoup reçu là, parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses qui se passent partout, des choses qui se passent sur le corps, sur l'esprit, sur la conscience, sur la systémie. Donc je trouve que ça fourmille, c'est juste génial. Donc je ne m'attendais pas à autant. Et puis sur des sujets particulièrement pointus aussi. Donc ça, je suis super content. J'attendais ça, mais pas autant. Donc je suis ravi. Donc je repars avec le fait de me rendre compte que la fabrique du changement va loin. Et va loin et qu'il y a des gens courageux pour porter ces sujets-là et qu'il en faut plus, quoi. Et il faudrait que ce soit un peu plus souvent que juste 2 journées, une fois par an. Alors, on se donne de toute façon rendez-vous pour la prochaine édition de la Fabrique du Changement. Merci beaucoup, Stéphane Riou. Merci Merci Clément.